Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo à nouveau dans le SSE Centre Sportif à Reims avec Monsieur Isaias. Pour ceux qui ne le connaissent pas ou si vous n'avez pas vu la vidéo d'il y a 1 ou 2 semaines, je vous invite à aller la voir. J'ai testé mes efforts physiologiques, mes capacités sportives sur la course à pied, le vélo, c'était hyper intéressant. Monsieur Isaias, donc, qui est scientifique du sport, sport scientist et préparateur pour vraiment les sports d'endurance, que ce soit course à pied, marathon, triathlon, vélo. Maintenant que j'ai terminé mes efforts physiques, il m'a dit un petit peu ce que je valais, mon potentiel, mon maximum de potentiel que je peux éventuellement avoir. Et c'est de vous donner pas mal de clés, pas mal de petits conseils et de nouvelles connaissances dans tout ce qui concerne la course à pied, les triathlons, la prépa, peut-être un petit peu aussi de la nutrition, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Parce qu'il est bien calé et c'est toujours cool d'avoir un expert dans son domaine. Et pour remettre un petit peu de contexte, donc comme je te l'ai dit, moi l'année dernière, j'ai fait le premier marathon de toute ma vie. Et j'avais fait donc le marathon de Paris en 3h59 tout pile, pour comme aujourd'hui 86 kg. De ce que tu as vu là aujourd'hui, que tu peux déjà dire aux abonnés ce que je vaux. On part d'abord de course à pied, ce que je vaux à peu près. Vraiment sur l'aspect course à pied, nous en mesurant tes seuils ventilatoires et ta capacité de VO2 et VMA, on mesure une estimation de temps sur un marathon autour de 3h22. Entre 3h22, en tout cas en dessous de 3h30. 3h22, 3h30 sur un marathon bien préparé. Donc là, c'est tes capacités physiologiques, c'est-à-dire que tu as le moteur pour le faire. Maintenant, tu as la capacité mécanique, le fait de réaliser le marathon, la gestion de l'effort le jour J, la préparation en amont après. Et c'est ce qui va faire que tu vas te rapprocher ou non de ta capacité physiologique. Sur un 10 bornes, on a mesuré la même chose sur un 10 km. Ta capacité, elle serait autour de 3,57 au kilo, qui représente un 10 km en dessous de 40 minutes, 39 et des poussières, 39-30 je crois, un truc comme ça. Voilà, en dessous de 40, c'est une barrière quand même psychologique. Chez les coureurs, passer en dessous des 40, c'est déjà une valeur intéressante. Donc de la même façon que sur le marathon, tu as la capacité physiologique actuelle, tu as les seuils qui sont bien développés. Maintenant, il faut être capable de reproduire ça en compétition et sur le terrain. Et ça, c'est l'entraînement qui va faire que. Mais donc là, avec les valeurs le test qu'on a fait, les valeurs qu'on a mesurées, c'est genre vraiment véridique et fiable à 100%. Alors, que je suis capable de faire ce temps-là. On peut pas être plus fiable que ça. C'est des mesures directes des volumes d'oxygène, des volumes de CO2. Et par rapport à ça, on arrive à distinguer comment ton corps travaille à l'effort. Donc oui, maintenant, ça veut pas dire que tu vas faire ça demain. Ça veut dire que tu as le potentiel pour le faire et que si tu mets la préparation adaptée tu vas le faire. Mais le potentiel physiologique, pas forcément musculaire, technique, etc. Ça, c'est l'entraînement qui le permet. Tu vois, c'est justement tout le principe des plans d'entraînement spécifiques. C'est d'arriver le jour J à la compétition, prêt pour le défi qu'on a affronté. Bon, après, c'était l'année dernière, donc j'avais peut-être pas le même test qu'aujourd'hui. Mais admettons, vu que je me suis préparé pendant 10 semaines, j'ai fait 4 heures, on va dire. C'est-à-dire qu'il me manque quand même 38 minutes à peu près. Ce qui manquait, vu que j'ai fait 10 semaines de prépa, c'est. Tu penses plus de prépa ou c'est juste. J'y suis pas allé. Plusieurs choses. Dans un premier temps, c'était mon premier marathon. Et ça a une vraie influence aussi parce que la gestion de l'effort sur 42 km, c'est pas facile à maîtriser. Donc tu vois, comment tu gères après le 20, après le 30, après le 40, ton corps il a jamais été finalement. Les plus longues distances que tu as fait en prépa, tu sauras me dire? Ouais, c'était 26 je crois. Tu vois, donc après 26-27, ton corps il sait plus. Il est un peu dans l'inconnu. Donc finalement, comment je gère ces 14-15 derniers kilomètres qui restent? La deuxième chose, c'est le spécifique sur le plan entraînement. Est-ce que tu as fait un plan entraînement pour le faire en moins de 4 heures? Est-ce que tu as fait un plan entraînement pour essayer de passer en 3h30? Tu vois, forcément ça joue parce que les allures que tu mets à l'entraînement, ça a un impact le jour J sur ta compète. Dernier élément, c'est peut-être 10 semaines sur un premier marathon. C'est peut-être un peu court en termes de volume global d'entraînement, clairement. Et donc là, avec les tests qu'on a fait, 3h22, ça serait le potentiel max. C'est-à-dire que je terminerai le marathon, je suis mort. Non, pas forcément, parce que c'est un effort qui est complètement différent que ce qu'on peut avoir sur, par exemple, un 10 km. Tu serais très fatigué, mais tu serais logiquement dans une situation où tu es bien. Ouais, c'est un endurance fondamentale. Ouais, c'est pas le même ressenti, tu vois ce que je veux dire, mais c'est ton maximum. C'est-à-dire que s'il suffit que tu sois un petit peu au-dessus sur l'effort et tout de suite tu peux très vite te cramer et arriver là-bas. Mais si là je fais un 10 km en 40 minutes, là j'arrive foutu à la ligne d'arrivée, je pense. Par contre là le truc c'est qu'on dépasse ce qu'on appelle le SV2. Donc là il y a un peu tous les valeurs physiologiques, tous les aspects physiologiques se mettent un peu à dériver. Donc la fréquence cardiaque, le volume respiratoire, tout se met vraiment à aller vers le max. Et donc là ton corps il est un peu dans une anarchie complète. Donc tu arrives à la fin de ça, logiquement tu peux plus faire grand chose quoi. Ça c'est intéressant, si tu peux nous rappeler, même à moi, la différence du coup concrètement entre un 5 et 10 km, parce que ça se ressemble un peu, et des on va dire des longues courses, c'était un marathon. Parce que ceux qui courent déjà, ou même ceux qui ont déjà essayé au bac, quand on faisait le 3 x 500 mètres, c'est que 500 mètres, mais quand tu arrives, tu as envie de mourir, tu as envie de vomir, tu te sens pas bien. Alors que si tu fais une sortie, un marathon, c'est dur parce que c'est long, mais tu termines, tu es bien. C'est clairement pas le même effort, tu as un effort sur les marathons de gestion, où l'intérêt c'est d'être le plus consistant sur un effort très long. Forcément, si tu vas très vite sur l'effort très long, tu te crames et tu peux pas aller jusqu'au bout. Donc là, on est plus sur une capacité de gestion de l'effort. Et après, sur les efforts quand je dis très courts, mais plutôt courts, 10-5 bornes, c'est une gestion mais qui est différente parce que
là, en fait, tu joues avec la frontière du pas possible. Tu es vraiment à la limite, quoi. C'est-à-dire que ça va jouer à pas grand-chose entre le moment où ça passe et où ça passe pas. C'est quoi ce qui se passe au niveau physiologique qui alors, fait que... Au niveau physiologique, c'est simple, tu dépasses ce qu'on appelle le SV2. Ça veut dire que c'est pile le moment où ton corps va commencer à tellement générer d'acidité musculaire que très rapidement, tu vas être oxy. Ta fatigue musculaire va augmenter. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le lactate, ou en tout cas, ton corps n'arrive plus à recycler autant de lactate. Enfin, il y en a trop par rapport à ce que ton corps peut recycler. Et ça crée de l'acidité au sein du muscle. Et cette acidité, elle se cumule jusqu'au moment où tu ne peux plus produire d'efforts. C'est l'accumulation. C'est l'accumulation de l'acidité qui bloque l'effort, sachant que d'un point de vue fréquence cardiaque, tu es au maximum aussi, ou quasi, où tu dérives vers le max. Ouais. En termes de consommation d'oxygène, c'est le cas aussi. Et plus tu t'approches du max, moins de temps tu peux passer sur l'effort en fait. Okay. Par exemple, tu vois, la VMA qui est mesurée, on estime que le temps de maintien d'une VMA, c'est entre 3 et 8 minutes. Et encore, 8 minutes de maintien à VMA, tu as déjà une très grosse capacité. C'est une grosse différence. En fait, ça dépend de ta spécificité. Tu vois, les mecs qui font du 400, ils sont capables de tenir un niveau de VMA qui est très important. Okay. On a ma VMA d'aujourd'hui? Ouais, ta VMA aujourd'hui 17,5. Donc ceux qui se demandaient, j'ai une VMA de 17,5. Alors je donne les valeurs peut-être concrètes. Une VMA de 17,5 pour une VO2 max de 56, qui est pour le coup bonne VO2 max. Hein. Ok, 56. 56, ouais. Okay. Un seuil ventilatoire 1 qui a été mesuré à 12,5 km/h et un SV2, un seuil ventilateur numéro 2 mesuré à 15,1 km/h. Pour les experts, comme ça vous avez mes valeurs. C'est ça. Et du coup, c'est-à-dire que j'ai une VMA, c'est-à-dire que je peux tenir ce 17,5 km/h entre 3 et 5 minutes. Ouais, c'est ce qu'on va appeler un temps limite. Alors après, la VMA, elle est intéressante pour une chose, c'est de pouvoir calibrer ses séances de fractionnés courts, connaître ses vitesses quand tu vas faire du type 30-30, 1 minute, des efforts comme ça qui vont aider à développer justement cette VMA. Du coup, maintenant qu'on a mis un petit peu les bases, moi j'ai pour objectif de faire un Ironman. Je sais pas encore lequel ni quand, mais j'aimerais d'ici fin de l'année 2023 ou courant l'année 2024 faire un Ironman. Donc je vais avoir. Déjà, est-ce que tu peux nous dire généralement, pour quelqu'un de mon gabarit, de mon niveau, débutant plus, je suis pas non plus débutant, combien de mois il faudrait minimum? Alors ça, pour une bonne prépa? Voilà, ça c'est super variable parce que forcément, suivant les profils, ça va être difficile de définir. Moi, je considère que pour vraiment faire un bon Ironman, alors ça dépend ce que tu veux en fait. Si tu me dis moi que l'Ironman, tu veux juste le finir et arriver plutôt dans une bonne condition pour pouvoir le lendemain retourner à ta vie sans marcher pendant une semaine en canard, ça va demander quand même une longue période. Et après, si tu prépares un chrono, encore plus long. Mais nous, on est sur des prépas Ironman généralement de 20 semaines. Ça, c'est vraiment le spécifique. Maintenant, avant de faire du spécifique pour se préparer à l'Ironman, vu où tu pars, notamment au niveau du vélo, il vaut mieux partir sur une phase de développement aussi. Et la phase de développement, je pense qu'on peut la caler aussi sur 20 semaines. Okay. Donc concrètement, pour être prêt sur ce type d'effort-là, on partirait entre 9 et 12 mois en fait. Parce que j'entends souvent minimum 10-12 mois. Donc c'est cohérent. En gros, ça serait par exemple moi, course à pied, forcément je sais faire un marathon, mais vélo, je pars de sub-0. C'est toujours la même histoire, c'est que si tu veux le finir en 18h ou 20h, peut-être qu'en 3 mois, on va y arriver. Maintenant, si le but c'est d'arriver en ayant une certaine consistance et en faisant un bel effort, là ça nécessite du volume et il vaut mieux en avoir un petit peu pour être vraiment bien le jour J. Sachant que la nage, je suis au même niveau que le vélo, je pense. J'ai zéro nage. Bon, 9 et 12 mois, c'est pas déconnant. Et pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas, le Ironman c'est 3,8 km de nage, 180 de vélo et suivi d'un marathon, donc 42 km de course à pied. C'est quoi le plus dur dans la globalité de ce gros triathlon? Alors le plus dur, c'est pas le triathlon, c'est la préparation. On va être très clair, à chaque fois, nous, les retours qu'on nous fait, c'est forcément c'est dur l'Ironman. Mais ce qui est dur, c'est d'être capable pendant 6, 8, 10 mois de se préparer parce que le volume d'entraînement est important, le niveau d'exigence est aussi assez élevé, donc tu as besoin vraiment comme ça de pas être focus mais quasi, tu vois. Donc c'est ça le plus dur. Et après le jour J, il y a plusieurs éléments et l'élément le plus important selon moi, c'est la gestion de l'effort. C'est-à-dire que si tu connais pas un peu tes zones, si tu n'as pas la stratégie avant de démarrer, peut-être que tu vas faire un vélo un peu trop puissant, un peu trop fort par exemple et tu vas finir par avoir de grosses difficultés en course à pied. Ta capacité à gérer aussi un effort très long terme au niveau de la nutrition, tu vois, un aspect qui est assez fondamental sur les efforts très long comme ça, c'est comment je me nourris. Pareil, ça dépend de chacun, ce qui est facile pour toi de digérer, comment tu peux manger. Ça il faut tester et l'entraînement sert aussi à ça, à voir ce que ton estomac est capable d'ingérer, ce qu'il digère facilement, à contrario ce qu'il a du mal à digérer. Tout ce qui est avant l'Ironman, c'est je pense ce qui est le plus compliqué. Et le jour J, la course, donc pour toi, ça serait ce que tu m'as dit avant, c'est le vélo où ça peut pêcher pour la suite? Alors, c'est pas le vélo où ça pêche, mais nous souvent ce qu'on constate, c'est que les gens ont tendance, enfin en tout cas ceux qu'on a pu accompagner, ils ont tendance
tendance à se sentir à l'aise sur le vélo, ils en mettent un petit peu trop parce que tu vois, tu es sur un sport porté, c'est un peu plus facile, tu dépasses souvent des gens, du coup tu as la convection de l'air qui fait que c'est un peu frais, t'as pas d'à-coups. Et le problème, on a tendance à mettre un peu trop d'intensité sur le vélo pour rattraper un peu son retard sur la natte typiquement. Et après, malheureusement, sur la course à pied, ça peut mal se passer si t'as pas une gestion claire de tes 3 disciplines en fait. C'est plus ça. Et le transfert, il se sent beaucoup d'un point de vue musculaire. Parce que du coup, vélo, on est clairement full quadriceps. Course à pied, c'est plutôt bas du corps, fessier, quadriceps. On est plutôt si les quadriceps. Mais la vraie différence, c'est que tu dois porter d'un côté le poids de ton corps complètement et de l'autre, tu es sur un sport porté. Et la vraie différence, elle est là, c'est que tout d'un coup, quand tu repars en course à pied et que tu subis toute la gravité avec tout ton corps, tu dis waouh, ah ouais, j'ai 42 km à faire comme ça maintenant, tu peux le sentir. Et s'il suffit que tu sois fatigué au niveau quadri, au niveau des fessiers, forcément le marathon, ça va être un peu compliqué. Parce que moi, les peu de sorties vélo que j'ai fait, même quand je courais, il y en a plein qui m'avaient conseillé. J'ai déjà évoqué l'idée d'un Ironman. Ils me disaient, genre, dès que tu essayes de faire une sortie vélo, même si c'est 10, 15, 20 km, essaye d'aller courir, même si c'est juste 5 minutes, que juste le fait de poser le vélo, d'aller courir un peu. Apparemment, il faut vraiment s'habituer à sur les plans d'accompagnement qu'on peut réaliser, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les transitions, c'est-à-dire qu'on va faire des séances où on va cumuler une séance vélo, une séance course à pied. Parce que c'est le transfert, il est pas facile et le corps il a besoin de l'appréhender. Et c'est un peu comme tout ce que tu fais à l'entraînement. Ton corps c'est magique parce que c'est une éponge, mais tu as besoin de lui montrer et en augmentant les volumes pour que ça soit facile pour lui quoi. Et du coup d'un point de vue prépa, admettons on part sur 10 mois, 12 mois même. L'idée, parce que moi ce que je pense, je ne suis pas encore renseigné sur les véritables plans, ça serait vu qu'il y a nage, vélo, course, il faut au moins 2 sessions nage, au moins 2 vélos et au moins 3 courses à pied. Donc ça fait déjà 3, 5, 6, ça fait déjà 8 séances par semaine. Il faut au moins 2 muscu pour moi, pour que je garde mon physique. Donc c'est-à-dire que j'aurai minimum 10 séances par semaine sur 7 jours. Ça va faire des grosses semaines. Ça va faire des grosses semaines. Après, pour te donner une ordre d'idée, tu vois, nous on parle plutôt en termes d'heures d'entraînement et de volume global. On est en moyenne sur un début de prépa entre 8 et 11 heures et on peut monter jusqu'à 15-18 heures d'entraînement sur vraiment le bloc très dur de la prépa. Et après, ça va chuter un petit peu tranquillement jusqu'à l'Ironman, tu vois. Mais ça nécessite pas mal de volume. Après, tu as des séances qui vont être doubles. Je te disais, les transitions où tu vas faire course à pied vélo ou natation course à pied vélo, tu vois. Il y a des séances comme ça un peu spétries qui seront intéressantes de faire pour que le corps justement puisse appréhender ces différents. Mais est-ce que du coup il n'y a pas forcément de règles, faut que chaque jour ça soit un double training, etc. Non, il n'y a pas forcément de règles. Je pense qu'un aspect fondamental aussi dans l'entraînement, c'est pas seulement ce que tu es capable de faire, mais c'est comment tu es capable de récupérer. Et ça, c'est l'aspect le plus important. Donc 2 choses, la gestion de l'effort, la gestion de l'entraînement et surtout bonne répartition des intensités. Et c'est avant tout aussi pour ça qu'on a fait les tests. C'est-à-dire que nous, l'intérêt des tests, c'est de dire, écoute, si tu fais une endurance fondamentale, mets-toi là. Parce que si tu te mets là, tu vas pas forcément le savoir et le ressentir, mais par contre en termes d'intensité physiologique, ça n'a plus rien à voir. Et potentiellement tu te fatigues au lieu de créer du progrès. Et donc comme ça, on va plutôt avoir une bonne répartition des intensités, un bon volume qui va augmenter au fur et à mesure parce qu'il faut vraiment une progression dans l'augmentation du volume pour pas générer de blessures, pour que ton corps puisse l'appréhender. Et puis après on voit comment ton corps gère tout ça. Donc là par exemple avec les mesures que j'ai, je sais que quand je vais devoir faire un run en endurance fondamentale, au moins j'aurai exactement C'est ça. Non seulement tu auras tes fourchettes de fréquence cardiaque et de vitesse à réaliser, et de façon même plus précise, quand on sera sur l'aspect Ironman, tu auras même tes allures Ironman à respecter, tu vois. Exact. Ça donnera encore plus. Par exemple, pendant ma prépa marathon l'année dernière, c'est la première fois que je faisais une vraie prépa, c'est la première fois que je découvrais l'endurance fondamentale. J'ai appris que c'était tu peux courir longtemps sans être essoufflé. J'étais souvent à 6 minutes de kilomètre parce que j'étais pas essoufflé, mais ça se trouve c'était pas du tout mon endurance fondamentale. Écoute, je sais pas si tes valeurs ont progressé depuis, mais là pour le coup c'est pas le cas, tu vois. C'est-à-dire que rapide, non, t'étais plus lent sur ta prépa marathon que maintenant. C'est-à-dire que maintenant autour de 5:30, tu seras encore en endurance fondamentale. Donc quand tu seras encore sur une capacité à pouvoir courir longtemps sur une intensité qui t'est agréable où tu peux parler, clairement. L'intérêt c'est aussi de casser un petit peu des fois les barrières psychologiques. Sûr, t'en as plein, ils me disent ça, moi je sais pas, je ferais moins de 45 sur 10, c'est impossible. Et on se rend compte que finalement c'est le cas et on se dit peut-être c'est l'entraînement qui est pas forcément adapté ou peut-être parce que psychologiquement on se dit j'y arriverai pas et on n'y arrive pas. Donc tu vois, ça permet aussi vraiment de faire un vrai état des lieux, savoir où tu te situes pour pas te sous-estimer mais pas te surestimer non plus. Tu vois, t'as des cas avec des gens qui te disent moi je vais faire moins de 3 heures sur marathon. En faisant les tests, on se rend compte que c'est pas possible et même si la tête c'est très dur et que le mec est vraiment costaud, ça fonctionnera pas, c'est physiologique. Ce que je vais te demander, si le mental il est hyper puissant, qu'on a l'envie et tout, est-ce qu'on peut casser notre barrière physiologique ou pas? Je te dirais jamais non parce que tu as toujours des cas particuliers, mais dans 95% des cas non. C'est-à-dire que là, tu me dis moi j'ai un gros mental, je peux te faire un marathon en moins de 3 heures, impossible. T'as un SV1 au-delà de 3 à 20, impossible. Impossible. Mais si je reviens dans un an pendant lequel je me suis préparé, on refait les tests
j'aurais progressé. C'est le but, Forcément. C'est le but. Ouais, si tu as du volume, c'est le but. Alors, si tu as du volume et que c'est bien placé en termes de répartition d'intensité, ça c'est important aussi parce qu'il y en a qui font beaucoup, mais dans les mauvaises zones. Okay. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on crée de la fatigue, on crée du surentraînement. Et c'est souvent ça qu'on a un peu, ce qu'on a les burn-out un peu physiologiques, les gens sont fatigués, ont du mal à relancer, machin. C'est à cause de ça. C'est intéressant un test pour mesurer le mental. Ouais, c'est impossible, mais. Je pense que ça existe. Franchement, on n'a jamais trop exploré ça. Mais clairement, je pense que ça existe. Je pense que les Américains sont un peu en avance là-dessus pour voir un petit peu ce qui peut bloquer psychologiquement. Il y a un vrai lien entre les deux. Maintenant, l'un va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si t'as un gros mental mais que t'as pas de physique, et inversement, ça marche. Ce que je trouve fou, c'est que du coup, moi j'ai fait ces tests parce que, comme vous savez, je vais probablement peut-être commencer une prépa Ironman bientôt. Et je me suis dit, avant de préparer ma prépa, vu que je suis encore au niveau, on va dire 0, je vais tester sur mon 5 km et je vais tester mes valeurs tant que j'ai pas encore d'entraînement. Et j'ai fait du coup le 5 km il y a 2 semaines où j'ai fait 22 minutes 30. Et du coup, 4 minutes le kilomètre, ça fait un 5 km en 20 minutes. Ça me paraît impossible pour moi. Ça me paraît trop rapide. Là, tu me dis que je peux faire un 10 km à moins de 4 minutes le kilomètre. Alors, je te le répète, tu peux le faire si t'es bien préparé. Mais même, je me dis, si je me prépare, je ne pourrais pas le faire. Parce que ça me paraît tellement dur. Alors là pour le coup. Mais c'est ça qui est intéressant. Les valeurs sont vraiment très fiables pour le coup. C'est que c'est vraiment la préparation qui va te permettre de pouvoir soutenir cette intensité-là. Mais tu l'as physiologiquement. Et ce qui est bien, c'est que là, vu que maintenant je le sais, peut-être ça va changer un truc. Je pense que tu vas aussi avoir le déclic. Peut-être maintenant je vais courir, je vais voir 5,30. Bah, tu vas avoir un ressenti un peu différent déjà sur l'effort. Quand tu vas avant, tu pensais peut-être que tu étais sur un effort intense et finalement maintenant ce sera peut-être pas autant le cas. Et tu vas dire, mais je peux aller plus loin finalement. Ouais. Et au fur et à mesure comme ça va progresser. Là, j'ai fait un 10 km il y a 2 jours, allure moyenne 5,17. Pour moi, c'était rapide. Sauf que du coup, c'est proche de mon endurance fondamentale. Donc en vrai. C'est ça. Bah, si tu l'as fait, tu m'as dit que tu étais plutôt à l'aise sur l'effort, tu vois. Je fais pas en fonction de je me sens à l'aise, je fais en fonction de. Pour moi, en dessous de 5,30, c'est rapide. D'accord, non, parce que je cours pas. J'entends. Bah ouais, carrément, ça peut être le cas d'ailleurs. Tu peux le ressentir comme ça, mais par rapport encore une fois à ton niveau, c'est ça qui est intéressant. C'est pas tellement le cas. Okay. Pour beaucoup, tu vois, 5,30, 6 au kilo, c'est déjà des valeurs à tenir qui sont pas faciles, tu vois, ceux qui commencent la course à pied, etc. Mais ça dépend encore une fois de chaque profil. Concernant le vélo, on a vu avec mes valeurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir, la première. Je suis bien en dessous, forcément parce que je fais pas de vélo. J'ai fait 6 sorties en 2 semaines peut-être, en 2 ans. 2 ans. Ce qui est rien, donc j'ai vraiment un niveau 0. Donc là, l'idée, ça serait comme en course à pied, vu que Ironman c'est 180 km, faudrait que je prenne le vélo 2 voire 3 fois par semaine si je peux, et je fais des longues sorties en roulant tranquille. Ouais, ça va être une part importante de l'entraînement en vélo, le fait de cumuler du kilométrage et puis de faire du volume, encore une fois basse intensité, un peu en mode balade vraiment. Mais par contre, tu vas aussi avoir besoin de mettre un peu de spécifique, un peu d'intensité, faire du travail en côte, tu as du travail spécifique, après tu vas sur de l'hypervélocité, sur le travail de PMA, donc c'est comme la VMA mais en course à pied, en vélo pardon, pour augmenter ta capacité de puissance maximale sur un vélo. Ça sur route c'est chiant. Sur route c'est chiant, je te l'accorde, il vaut mieux avoir un home trainer, c'est plus simple pour faire ce type de séance là. Mais un peu comme la course à pied, même si on est spécifique sur de la longue distance chez toi par rapport à l'Ironman, ça va être intéressant de bosser tout ton profil. Plus t'es complet, mieux c'est. Comme en muscu, c'est ce que je dis souvent, même si tu veux faire de la force, il faut quand même faire des séries longues pour l'hypertrophie, parce qu'un muscle plus gros, il sera plus fort. Et inversement, si ton muscle est fort, tu pourras faire plus de reps pour l'hypertrophie. C'est un peu la même chose. Si tu as un gros moteur, tu peux envoyer plus d'oxygène, tu as une meilleure physiologie à l'effort, tu vois, donc tout est important finalement, même si on va mettre du spé par rapport à la discipline. C'est vrai que si tu fais ta spé c'est du 10 km, ça sert à rien de faire des sorties de 3h30. Quoique. Donc par exemple l'Ironman, l'idée ça serait 70% de mon volume, 70-80% endurance fondamentale lent et 20%. On est sur ces bases-là, On aime bien bosser ce qu'on appelle un peu en polarisé, c'est-à-dire que tu as 80% du temps d'entraînement où c'est de l'endurance fondamentale, du facile, et tu as 20% où ça va être intense et du seuil. Et fréquence dans la semaine, au moins 2 fois. De vélo? Non, tout. Ouais, deux fois chaque, je pense que c'est bien. Minimum. Ouais, je pense que c'est bien. Après, c'est comme tout, il faut pas non plus trop en faire parce que c'est pas intéressant si ton corps finit par être fatigué et par rejeter l'effort, tu vois. Mais ouais, je pense que 2 de chaque par semaine. Mais 1, ça serait trop peu, non? Je me dis. Ouais. Surtout moi là qui fais pas de vélo. Ouais. Sur ta discipline un peu moins bonne, je pense que il faut quand même du volume, faut pas se leurrer, c'est un Ironman du coup, je pense que 2 de chaque, ça me paraît. Je trouve qu'il y a vraiment un parallèle avec la muscu parce que en muscu pareil, c'est si tu veux de la force, il faut que tu aies 70-80% force et le 20% en hypertrophie, ou inversement si tu veux l'hypertrophie et au moins une fréquence x2 sur chaque muscle. Au final en course à pied, c'est pareil. C'est un peu la même chose. Et ce qui va être important, c'est de faire du volume, mais pas dans n'importe quel sens et pas trop non plus. Tu vois, franchement la gestion, c'est vraiment le truc principal parce que qu'est-ce qui fait qu'on progresse plus? C'est pas souvent qu'on n'est pas dans les bonnes zones, etc. C'est parce qu'on se blesse. Je me blesse, je m'arrête pendant 3 semaines, je reprends l'effort, je repars un peu, pas à la base, mais j'ai perdu, tu vois. Il faut que je recommence ensuite le processus. Donc je me blesse pas, j'en fais progressivement et j'ai le plus loin possible. J'ai une question par rapport au parallèle avec la muscu. Tu sais, en muscu, quand tu fais de la force par exemple, t'as le système nerveux qui
bah, à un moment, tu arrives au système nerveux, il est mort, et tu fais une semaine de deload. Je pense que ça te parle. Ouais, ouais. Est-ce qu'en endurance, course à pied, il y a ce phénomène de. Vu que c'est l'endurance, est-ce que ton système nerveux il sature et il faut faire des phases de deload? Dans tous les plans d'entraînement qui vont amener comme ça vers des compétitions, il y a ce qu'on appelle la phase d'affûtage. C'est le même principe, c'est-à-dire que pendant, allez, ça va aller de 1 à 3 semaines, on va faire une décharge très progressive mais assez importante de l'intensité, du volume d'entraînement. C'est-à-dire qu'on va garder cette intensité, mais le volume va réduire énormément, de quasi 50%. Donc tu gardes l'allure, mais tu baisses le kilométrage. Exactement. Okay. Et c'est ce qui permet en fait au corps de récupérer de toute la fatigue qu'il a ingérée sur les semaines d'avant et d'arriver le jour J en pleine possession de ses moyens. Ouais, je demande, mais je me rappelle dans ma prépa marathon, j'avais toutes les 3-4 semaines. Ouais, alors après, tu vois, il y a différents protocoles. Il y en a qui font 3 semaines d'effort, 1 semaine de récup. Il y en a qui font une pyramidale, c'est-à-dire que ça augmente jusqu'au point et après ça redescend jusqu'à la fin de l'épreuve. Ouais, tu vois. Tu t'écoutes simplement. Tu t'écoutes, après ça dépend comment tu es suivi, ça dépend. Il n'y a pas une seule façon de faire et ça dépend de chacun. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que la personne soit d'accord avec ce qu'elle fait et soit contente de le faire. Tu vois. Enfin, tu as beaucoup parlé de la récupération. Ouais. Est-ce que là, tu aurais des grandes lignes à donner spécifiques, course à pied, vélo ou même prépa triathlon, marathon? Il y a 3 paramètres qui sont juste essentiels et ça marche pour tous les sportifs, tous les athlètes du monde. C'est bien dormir, bien manger, bien s'hydrater. Donc ça, pour le coup, ça c'est vraiment 95% de la récupération. La deuxième phase, pour bien récupérer, il faut être sûr d'être dans les bonnes intensités d'entraînement. Et encore une fois, le test aussi aujourd'hui sert à ça, à pas se tromper sur ces intensités-là. Et après, tu as aussi tout ce qui est autour de l'entraînement qu'on peut rajouter en récupération. Tu vois, la cryothérapie, l'automassage. Ça, c'est toujours des trucs qui vont aider. Mais on est d'accord que si tu dors mal, tu manges mal et tu bois mal, tu peux faire 2 heures de cryothérapie ou 100 heures d'automassage. Ouais. Bah, c'est bien que tu dis ça. J'en ai beaucoup, c'est pour la récup, le sauna, la cryothérapie, c'est bien. C'est bien. Hein. Et parle même pas du sommeil. C'est vraiment bien si tu veux. Mais ça reste très complémentaire et à faible niveau par rapport à ton sommeil qui régit tout presque. Ouais. Moi j'ai souvent des questions sur surtout pistolet massage vu que je suis kiné ou même les étirements et tout. Ma réponse est toujours si ça te fait du bien, fais. Mais c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. C'est ça, exactement. On est un peu sur le même principe, c'est-à-dire qu'en termes de ressenti, tu vois, il y a un débat assez important sur l'entraînement, c'est est-ce que je dois m'étirer ou pas m'étirer. Tu vois, ça c'est un truc, j'ai l'impression que c'est un truc, il faut avoir un prix Nobel pour faire ça. Et finalement, c'est un peu la réponse que j'apporte, c'est de se dire que si toi tu t'es étiré toute ta vie et que tu as besoin de t'étirer, tu te sens bien quand tu t'étires, fais-le. Après, d'un point de vue scientifique, il n'y a pas forcément de gain à le faire. Mais si tu en as besoin, fais-le. Donc ça dépend de chacun. Et du coup, en intra-training, donc ce qu'on va pouvoir manger ou boire pendant la séance, tu conseillerais quoi pour des longues sorties marathon ou même vélo? Il faut des boissons d'effort. Hein. L'idéal, c'est de faire des boissons électrolytes pour vraiment. Fait maison ou faut vraiment prendre des Non, tu peux faire du fait maison, il n'y a pas aucun problème. Ce qu'il faut, c'est que tu vas avoir une grosse perte hydrique, mais pas seulement hydrique, aussi de minéraux. Tu vois, dans la sudation, il y a beaucoup de sels minéraux qui se perdent, et ça, il faut que tu le récupères parce que c'est ce qui fait que tu peux être déshydraté. Donc tout ce qui est boisson d'effort avec des électrolytes, c'est super intéressant. Et après, d'un point de vue solide, il faut toujours un peu de glucides parce qu'il faut apporter de l'énergie quand tu cours. Et là, ça dépend de chacun. Certains adorent les gels, c'est facile, ça digère facile. Pour d'autres, c'est trop sucré et ça finit par être écœurant, tu vois. Donc c'est bon, mais sur un 5-10 bornes, est-ce que sur plus long? Mais c'est dur de cesser parce que pendant ma prépa marathon, moi j'avais les gels, MyProtein code base. Du coup, j'avais mes gels et vu que j'ai fait toute la prépa avec, le jour J, j'ai pris les mêmes gels. Et vu que le marathon, ça s'est bien passé, je vais en refaire un, je vais reprendre ces gels. Sauf que peut-être je performerais mieux avec autre chose. Du coup, comment tu peux savoir? Franchement, c'est super dur de le savoir. Il faut là, soit tu vas avoir une nutritionniste un peu spécialisé, capable de mesurer. C'est super dur. Après, moi, je pense qu'il faut se la jouer au ressenti là-dessus, voir comment tu digères, comment c'est facile, faire des tests en fait. Quand tu fais une sortie longue, tu testes. Tu vois, mais ça reste une sortie, c'est pas le marathon du jour. Mais tu vois, si tu le gères bien ou pas, tu vas déjà le sentir. Typiquement, tu vois, j'ai des clients, des sportifs qui font des Ironman. Ils me disent, mais moi, ce que je fais quand je fais un Ironman, je me fais des croque-monsieur. Tu vois, ils aiment ça. Il y a du jambon, il y a du pain, tu vois, ça leur fait plaisir de manger aussi parce que c'est important. Et finalement, tu as tout ce qu'il faut pour tenir. Pour d'autres, ça va être que du gel. Pour d'autres, ça va être que des barres. Ça dépend. Et ça, c'est la partie la plus compliquée parce qu'encore une fois, chacun va avoir une nutrition qui est un peu différente. Tu vois, c'est comme le petit-déj et tout, il n'y a pas de règles. Non, il n'y a pas de règles. T'as pas faim, tu manges pas, t'as faim. Tu vois, certains me disent, moi je fais un marathon, je mange quasiment pas et je me sens bien. Alors, oui, potentiellement tu te sens bien, mais est-ce que tu te sentirais pas mieux en mangeant? C'est dur à dire en fait. Que pareil, là, le gars que je lis qui fait des ultramarathons, dans le premier qu'il avait fait, à chaque pause, il prenait des peanut butter sandwich, beurre de cacahuètes et confiture. Nous, pour faciliter un peu la chose, on dit que dans l'idéal, il vaut mieux avoir une stratégie et avec un truc un peu inconscient, c'est-à-dire que tu dis ok,
toutes les 30 minutes, je mange un truc, tu vois, pour pas oublier en fait, et pour avoir toujours un peu d'énergie, un peu d'hydratation. Et après, encore une fois, pour le coup, c'est tellement différent. Bah moi, le marathon, du coup, j'avais mes gels de glucides, je crois, dont un protéine, parce que j'ai vu qu'à partir du 20e kilomètre à peu près, t'avais une petite dégradation musculaire. Ouais, donc c'était intéressant d'avoir des protéines. À partir du 20-25, ça peut être le cas, et t'as la fatigue musculaire qui rentre en jeu aussi. Ma stratégie, c'était, je crois, tous les 5 km ou 7-8, je sais plus, enfin toutes les 20 minutes, un peu plus, je prenais un gel de glucides. Ouais, non, mais voilà, C'était bien. c'est une stratégie qui me paraît cohérente, très honnêtement. Avec une gorgée Est-ce d'eau que à c'est la chaque fois. meilleure? Je sais pas. Tu serais pas là à conseiller, il faut de la malto, il faut du dextrose. Non, tu peux pas le conseiller. Franchement, tu peux pas. Il y en a qui supportent pas la malto, il y en a qui jurent que par ça, il y en a qui prennent n'importe quel gel du monde entier et ça passe tout seul. Il y en a qui leur mettent une petite goutte de sucré et leur estomac explose. La problématique qu'on rencontre beaucoup dans les efforts de longue durée, c'est les problématiques gastriques. Parce que l'intensité fait que, tu vois, tout ce qui est diarrhée, notamment, c'est quelque chose de très présent dans les sports d'endurance et de longue endurance. Et donc là, ça passe potentiellement aussi par la nutrition. Mais quel type de nutrition pour pas avoir ce problème-là? Faut expérimenter. C'est dur, il faut expérimenter, puis aller voir peut-être des professionnels aussi plus adaptés là-dessus. Est-ce que tu vois des erreurs qui reviennent, que ça soit prépa marathon, course à pied? Parce que je pense là, dans ceux qui nous regardent, il y en a surtout qui veulent peut-être faire un marathon ou qui font de la course à pied. Triathlon, ça reste un petit peu plus niche. Ouais, l'erreur que je vois tout le temps, courir trop quasiment à chaque. Ouais, c'est ça. C'est l'erreur que je vois vraiment tout le temps, c'est-à-dire que j'appelle ça vulgairement les footings à la con. Tu sais, c'est quoi? C'est à 45 minutes, 50 minutes devant toi, tu fais une sortie. Tu veux te faire un petit peu mal, pas trop quand même parce que tu veux tenir, et tu arrives à la fin, tu vois, j'ai fait une super séance, j'ai fait 8-10 km, je suis un peu rassis, mais je sens que j'ai bien tenu. Ça, c'est les séances qui sont les moins intéressantes parce qu'elles vont chercher aucun développement de seuil ventilatoire, aucun développement physiologique, et en plus, ça va installer de la fatigue. Et c'est super insidieux parce que c'est de la fatigue centrale, c'est-à-dire qu'elle va s'accumuler au fur et à mesure des semaines, cette fatigue-là, ce qui fait qu'à bout d'un moment, tu vas avoir cette sensation de plus jamais progresser, d'être tout le temps fatigué. Et donc ça, c'est l'erreur numéro 1, la mauvaise gestion de tes zones d'entraînement. Ça, c'est vraiment le plus important. Et la deuxième chose, c'est d'y aller sans préparation. Forcément, c'est rare que tu vois aussi soirée entre potes, on ferait bien le marathon. Un mois plus tard, ça passe sur un marathon. Marathon, peu importe la distance, tu vois. C'est d'y aller vraiment sans avoir un minimum de consistance physique en disant ça va passer. Oui, mais dans quel. C'est rare, non? Pas tant que ça. Alors sur un marathon, un peu plus, on va pas se mentir. Tu vois très rapidement des gens courir sur 10 bornes dans les courses locales en disant on y va, on verra. Je pense que c'est sous-côté. Enfin, il sous-estime. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment. Un 10 bornes, c'est ultra sous-estimé. Un 10 km, alors après, ça dépend comment tu le fais, tu vois. Mais souvent, on se dit c'est que 10 km. Et quand t'es dedans, tu dis c'est pas. À l'inverse, j'ai l'impression qu'un marathon, j'ai l'impression que c'est dur, surtout si tu veux faire un chrono. J'ai l'impression qu'il y a trop de gens qui pensent que c'est impossible ou qui pourront jamais faire de marathon de leur vie. Alors qu'à l'inverse, j'ai l'impression que. Enfin, moi, je suis convaincu que tout le monde peut faire un marathon avec l'entraînement. En fait, ça a toujours cet aspect-là. Est-ce que tu peux le faire ou bien le faire? Non, vraiment, on parle de terminer un marathon sans marcher. Sans marcher? Non, tout le monde peut le faire. Tout le monde. Il y en a plein qui pensent à 90%, 95%. Alors après, est-ce qu'il y a des pathologies particulières, tu vois? Mais non, quelqu'un de normalement constitué, avec une bonne préparation, il peut faire un marathon. Il y en a plein qui pensent que non. Et encore, ça a changé. Il y a 10 ans, faire un marathon, c'était un truc de fou. Maintenant, quand tu vois les inscriptions marathon, à Paris, ils sont 60 000. Même faire un Ironman, non, c'est rien. Ouais, voilà, c'est vrai, c'est devenu presque commun de faire un Ironman, tu vois. Alors qu'avant, c'était un truc il y a 10 ans, t'en avais 3 et c'était des idoles, tu vois. Donc ça a un peu changé. Mais non, tout le monde peut faire un peu tout à partir du moment, enfin quand je dis tout, peut se lancer typiquement sur un marathon à partir du moment où ils sont conscients de ce qu'ils peuvent faire. Parce que typiquement, ce que je te disais, c'est qu'on fait un test. La personne dit moi je vais faire un marathon sans marcher. Sauf qu'on mesure le seuil et on se rend compte que son meilleur marathon il est en 7 heures. À 7 heures sur un marathon, tu marches, d'accord? Elle peut pas aller plus loin pour l'instant. Ça va aussi loin? Tu vois? Ouais, on peut avoir des gens qui débutent, qui commencent à 4 km/h sur le tapis et qui vont s'arrêter à 10 par exemple. L'intérêt c'est vraiment de savoir où je me situe pour pouvoir bien m'entraîner et pas me blesser. C'est vraiment le cœur du concept. C'est avant tout ça qu'on fait. Et on a parlé de la récupération, de l'entraînement, etc. Mais on n'a pas parlé du matériel. On va pas parler de vélo parce qu'il y a des milliers de vélos. Mais il y a beaucoup de débats sur les réseaux sur les baskets de course. Ouais. Donc on voit des baskets avec plaque carbone, sans plaque carbone, des trucs minimalistes, des trucs avec un gros drop. Tu peux nous expliquer aussi après ce que c'est le drop. Ouais. Comment trouver sa paire? Est-ce qu'il y a une paire meilleure qu'une autre? Ouais, alors déjà, si on fait un petit focus sur le drop c'est l'écart que tu as entre la semelle arrière, le talon et la semelle avant. Donc la semelle arrière, tu vois, on va considérer, il y a toujours un écart, tu vois, et tu as des 0 drop où il n'y a pas de différence, et les 12 mm, le plus gros drop qui existe, 1,2 cm, en gros, tu as un écart d'1,2 cm entre le talon de la chaussure et le bout de la chaussure. Donc le talon est surélevé. Donc en gros, soit ton pied il est vraiment à plat comme ça, soit il est un peu surélevé, en fonction un peu vers l'avant. Okay. Donc ça a un impact potentiellement
potentiellement sur la chaîne, notamment au niveau de l'utilisation des mollets, etc. Alors après, est-ce que ça a un vrai impact sur ta foulée? Pareil, c'est un débat qui est éternel ça dans l'analyse de la foulée. Certains vont dire oui, certains vont dire non. J'ai pas la science infuse. Moi, je pense que c'est plutôt ta foulée qui va gérer ton effort plutôt que ta chaussure, d'accord? Tu veux dire peu importe ta chaussure? Peu importe ta chaussure. Ouais, je pense que c'est vraiment la technique. Je pense que si tu mets un drop de 0 ou de 12 mm à Kipchoge, il va avoir la même foulée. On est d'accord? Donc c'est plutôt la technicité qui va compter. Maintenant, clairement, le fait d'avoir un drop un peu plus élevé, ça a une influence un peu plus importante au niveau de la chaîne musculaire. Donc plus c'est élevé, plus tu vas tirer un peu sur les mollets notamment, et le tendon d'Achille. Donc nous, on est plutôt pour dire qu'il vaut mieux jamais aller dans les extrêmes. C'est-à-dire que les 0 drops ou les drops assez faibles, on n'aime pas trop. Les drops très élevés, type 12, on n'aime pas trop. Tu vois, un drop entre 6 et 8, on considère que c'est les drops les plus cohérents, les plus intéressants parce qu'on n'est ni dans le trop peu ni dans le trop élevé. Et par rapport au choix de la chaussure, je vais me répéter, mais ça dépend de chacun. C'est-à-dire que tu essaies une chaussure, tu ne te blesses pas, tu es à l'aise dedans, il faut la garder. Je pense que l'élément central, c'est de se dire je me sens bien, je me blesse pas. Le confort et le ressenti du confort, je pense que c'est l'aspect fondamental sur une chaussure, notamment quand je vais courir longtemps avec. Et après, tu as les spécificités avec les semelles plaques de carbone, tu vas avoir beaucoup plus de retour sur d'énergie. Plus pour les perfs, ça. Peut-être un peu plus contraignant. Ouais, plus pour les perfs. Il faut que le corps soit adapté aussi. Ce qu'il faut essayer de pas faire, c'est changer. Alors, soit j'ai beaucoup de chaussures, je les change très souvent et mon corps est adapté à toutes les paires. Mais si tu vois, tu as couru 5 ans par exemple avec une paire de Nike et que du jour au lendemain, tu sais pas pourquoi, tu changes de paire, c'est pas la même chaussure, c'est pas le même semelle, potentiellement tu vas te blesser parce que ton corps il est pas adapté. Okay. Donc ce qu'il faut, c'est que si tu changes de chaussure, il faut un changement qui soit très progressif. Tu commences ressemble aussi. Qui ressemble dans l'idéal et dans tous les cas, tu cours 20 minutes avec, puis 22, puis 25. Au bout d'un moment, pour que ton corps s'adapte parce que sinon tu vas risquer de te blesser. Mais c'est dur de choisir sa basket parce que moi pour la prépa marathon, il fallait que je choisisse parce que j'avais ma vieille paire de l'époque. Je suis allé au magasin, il y en a plein. Forcément, tu prends celle que tu aimes bien esthétiquement, donc c'est important et même tu te sens mieux, du coup tu cours potentiellement mieux. Mais t'es quand même là, tu l'essayes dans le magasin, elle te va, t'es confortable. Mais dis est-ce que sur 10 bornes je vais être confortable? Et tu peux pas tester et la ramener et dire non en fait. C'est vraiment c'est vraiment dur. Savoir c'est vraiment dur. Dans le magasin, ça va être pareil. Alors après nous on fait par exemple ce qu'on appelle les analyses de la foulée. L'intérêt c'est de caractériser ta foulée, savoir si t'es médio-pied, si t'es plutôt talon, si t'as plutôt une foulée rasante ou plutôt. Et par rapport à ça, tu vois, en fonction de ton type de foulée, c'est de dire ça serait mieux de tendre vers une chaussure qui soit comme ça ou comme ci. Moi je pense que la meilleure chose c'est réfléchir à la sensation de confort et pas partir sur les extrêmes. Tout ce qui est pareil, anti-pronation, anti-supination, pour que ton pied reste bloqué dans la chaussure, je considère que c'est pas génial. Certains vont dire j'adore, tu vois, et pourquoi pas. Moi je considère tout ce qui bloque le pied, tout ce qui est le moins naturel possible, c'est compliqué. Okay. Même si, faut pas se leurrer, on est depuis qu'on est petit avec des chaussures et maintenant le côté naturel du pied. Et du coup par rapport à ça, je penserais quoi des baskets minimalistes pareil, pour courir? Pareil, moi je te dis, j'aime pas trop et je les conseillerais pas parce que je trouve ça très extrême, tu vois, un peu trop. Et encore une fois, ça peut être super intéressant si tu passes très progressivement sur ce type de chaussures. Après, est-ce que tu as des gains en termes de prévention des blessures? La science, elle est pas claire là-dessus, elle te dit pas oui ou non. Certains vont dire oui, certains vont dire non, c'est trop récent. Est-ce que tu as une meilleure sensation, un meilleur travail du pied? Potentiellement oui, parce que ton pied il est beaucoup plus en contact avec le sol, donc naturellement tu as besoin de beaucoup plus d'amorti au niveau de la chaussure, enfin beaucoup plus de contrôle au niveau de l'arche plantaire, au niveau du mollet. Il y a un travail de propulsion qui est plus important. Donc c'est pas les mêmes parties du corps qui travaillent, c'est pour ça qu'il faut être super progressif là-dessus, parce que si tu as toujours mis des chaussures avec des semelles très épaisses ou enfin avec un drop élevé et que tu passes en minimaliste, franchement 3 semaines après tu as les mollets en feu, tu as les tendons d'Achille qui brûlent et tu dis merde, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Et c'est souvent parce que c'est trop précoce. Dans le magasin, moi j'ai les Saucony Endorphin Speed et que je les ai essayés au magasin, j'étais bien dedans. Et en fait je pense, ce que je dis avant, j'ai dit peut-être que sur un 10 km ce sera pas bien. Je pense que si t'es bien dans les premiers pas, tu seras bien. Je pense qu'au fur et à mesure ton corps s'adapte à la chaussure, tu vois, dans tous les cas. Après tu as cette sensation de premier lieu, elle est importante cette sensation, mais tu vas t'adapter. Et la seule chose pour s'adapter, c'est qu'encore une fois, il faut que le volume soit très progressif. C'est toujours la problématique, c'est-à-dire qu'on s'achète une paire, on veut l'essayer, on fait 15 bornes. Et là on se dit je me sens pas bien avec, peut-être que c'était un peu trop et ton pied s'est pas encore habitué, tu vois. Et intéressant, important de dire, ne changez pas de paire de baskets la semaine ou les 2 semaines avant ou la veille. Parce que moi pendant la prépa je voulais changer et je fais insulter limite dans les commentaires. Tu vas pas changer de basket. J'ai une anecdote comme ça avec un client qui a fait le marathon de Séville avec une paire qu'il venait d'acheter, mais bon il a pas fait exprès, sa paire elle a brûlé ou un truc comme ça, enfin il y a eu un problème. Et il a couru les 15 derniers kilomètres sans ses chaussures. Tellement il avait mal quoi. Tellement il s'était pas adapté à la paire pieds nus. Il était plus à l'aise pieds nus, il prenait ses chaussures dans les mains, il a fait les 15 derniers kilomètres comme ça. Donc ne pas changer 2 semaines avant et je viens de te dire ne pas changer pendant la prépa en fait. Tu commences avec une paire, tu finis avec la paire. Moi je pense qu'on a ratissé un petit peu tout. Si vous avez d'autres
d'autres questions ou vous aimeriez que je fasse d'autres vidéos de ce style où on rentre un peu plus dans le détail, etc., n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça ressemblait à une grosse FAQ, voire un petit podcast. Moi, du coup, pour terminer et clôturer, j'ai juste une dernière question pour englober un petit peu le tout, faire une grosse conclusion. Donc moi, là, Olivier Jacquin, 1m77, 86 kg, avec les compétences que tu as vues, si je fais un Ironman, est-ce que tu penses que 12 mois, c'est faisable? Ouais, en 12 mois c'est faisable. Non, en 12 mois c'est faisable, clairement. Faire un Ironman en 12 mois c'est faisable par rapport à tes capacités. Okay. Et idéalement, du coup, 2 nages, 2 vélos, 2 runs minimum. Peut-être un run en plus ou un vélo en plus, histoire d'accumuler un peu plus de volume. Et encore une fois, je vais revenir sur la même chose, mais le volume. C'est-à-dire que je vais pas forcément te mettre une sortie en plus, mais peut-être ta sortie va faire 30 minutes de plus. Okay, ouais. Tu vois, c'est surtout ça qui va compter. Le temps que tu vas passer à courir, le temps que tu vas passer à nager, le temps que tu vas passer à faire du vélo. C'est ce qui compte. Et donc, dans ces sorties, principalement, le gros du travail, ça doit être de l'endurance fondamentale. Ouais. Donc, une fréquence cardiaque plus ou moins faible, dans laquelle je suis à l'aise. C'est ça. Même si c'est facile, c'est ce qu'il faut. Il faut que ce soit facile. Okay. Il faut que ce soit facile, mais très long. Ça, c'est ce que j'ai appris pendant un prépa marathon. Ouais, ça c'est. Au début, j'arrivais pas. C'est primordial. Je voyais que j'étais et j'accélérais. Alors que je savais qu'il fallait pas. Mais au bout de 2-3 semaines, j'ai réussi à suivre le truc. Ça c'est. Et donc, pour ceux qui nous regardent, vraiment, même si c'est simple, faites-le parce que. Un peu remettre son état d'esprit à zéro, tu vois, se dire c'est pas parce que c'est facile que je progresse pas. On est tellement formaté comme ça qu'on se dit putain, il faut que ça fasse mal sinon je progresse pas. Mais là, c'est le contraire. J'en fais longtemps, c'est facile, je progresse. Okay. Parce que toutes les adaptations, elles se font à ce moment-là. C'est vraiment véridique ça. Je pense que s'il y a bien ces 15 dernières années une info qu'il faut retenir en course à pied ou en sport d'endurance, c'est que le fondamental, c'est essentiel. Merci encore à Isaias de nous avoir accueillis au SSE Centre Sportif de Reims pour tous ceux qui veulent venir tester leurs capacités, préparer un Ironman, un marathon, je ne sais quoi. Et je te tiendrai au jus si je m'y mets. Quand tu verras à travers les vidéos et les stories. Bien sûr. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez des questions, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous voulez débattre, je serai là pour vous lire. Merci pour la force, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao la MIF, à la prochaine.